Caractérisation du domaine continental, dernière partie, les indices tectoniques et pétrographiques de l'épaississement crustal. Donc crustal, la croûte, l'épaississement de la croûte. On va s'intéresser d'abord aux indices tectoniques. Vous avez ici un magnifique pli au Nouveau-Mexique. Enfin, un super pli qui était plié, replié, limite un accordéon. Là, le pli de Neau, dans les Alpes du Sud, qui est aussi très connu. Le pli en genoux de Saint-Jean-de-Luz. Donc on voit très bien les strates de roches sédimentaires qui se sont déposées les unes sur les autres au fond de la mer et puis qui sont ressorties à l'occasion d'un mouvement tectonique. Ça, vous l'avez appris en 5e. Alors je sais, c'est loin. Je vous rappelle qu'au fond de la mer, les sédiments apportés par les rivières tombent, les plus lourds d'abord, les plus légers ensuite. Ils vont s'accumuler au fond de l'eau et ça va faire des couches qui vont se superposer les unes après les autres au cours du temps. Et c'est ce qu'on appelle des strates. Et elles se déposent bien sûr horizontalement. Donc la plus vieille est tout en bas et la plus jeune est tout en haut. Ici, il y a un mouvement de terrain et que le fond océanique se retrouve en surface, et bien ça donne ça. Sauf que là, non seulement c'est sorti de l'eau, mais en plus ça a été compressé et ça a tout déformé, ça a été plié. C'est ce qu'on appelle un pli en genou parce que c'est bien anguleux comme un genou. Ici, nous avons une faille normale due à une distension, donc un écartement. Donc ici, on a deux failles. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est une faille normale? On a un écartement et un glissement des morceaux le long de la pente de la faille. Donc plus en détail, on voit très bien cette grosse épaisseur qui a glissé le long de la pente de la faille. Ici, vous avez un pli-faille. Donc on voit très bien qu'il y a un pli, puis il y a une rupture nette. C'est-à-dire que le pli, au bout d'un moment, ça s'est cassé. Donc le pli s'est formé car la roche, elle est assez ductile pour se déformer, mais pas assez pour continuer à se déformer. Alors le pli a cassé et on observe donc cette fois une faille inverse, c'est-à-dire que le morceau de roche qui est côté pente est remonté le long de la pente. Donc mécanisme d'un pli-faille, on commence par voir un pli. Pourquoi? Parce qu'on a une compression. Mais on va avoir une zone de rupture à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on va avoir le morceau de droite qui, sous la pression, va remonter le long de la faille. Ici, quand on observe cette photographie, on voit très nettement un trait au milieu de la montagne, bien horizontale. Si on analyse les roches du dessous sont des roches du Crétacé supérieur du Tertiaire et les roches du dessus sont des roches du Permien, c'est-à-dire des roches plus anciennes. Comment a-t-on pu obtenir des roches anciennes par-dessus des roches plus récentes? Tout simplement parce qu'on a eu ce qu'on appelle un chevauchement, c'est-à-dire un décrochage de roches et les roches sont passées par-dessus les autres. Donc les figures de compression, on a la fameuse faille inverse qui provoque un raccourcissement horizontal mais un allongement vertical. On a le pli et le pli-faille. Si le pli continue et que la roche casse, c'est un pli-faille. On a le chevauchement, donc le pli-faille continue et le morceau qui glisse le long de la faille avance et on va avoir à ce moment-là un chevauchement qu'on va chevaucher en cheval, on se met sur le cheval, on chevauche et puis on avance, on passe par-dessus. Et parfois le chevauchement est tellement important, sur plus de 10-15 km de long, on parle de charriage. Un charriage, quand on charrie quelque chose, c'est quand on déplace quelque chose de lourd sur des grandes distances. Donc là, on a une nappe dite de charriage. Nappe, pourquoi? C'est comme quand on étale une nappe sur la table, on étale quelque chose bien à plat. Donc ici, on a eu le principe du chevauchement qui a continué, mais sur 10, 15, 20 km. Et du coup, avec l'érosion et le temps, on va observer des reliefs particuliers. Sur la nappe de charriage, à certains endroits, si la roche est plus fragile, on peut voir ce qu'on appelle des fenêtres. Donc dans l'unité chevauchante, on va avoir un trou qu'on appelle une fenêtre, parce qu'à cet endroit-là, on a une roche qui est fragile, qui a plus été soumise à l'érosion. Et cette nappe de charriage, donc, c'est comme une vague qui vient se poser sur la plage.
sauf qu'elle est un peu lourde, elle est en roche, mais elle va s'éroder au bout. Et elle va progressivement avec l'érosion reculer. Elle va s'user. Et souvent on a des rivières au pied des nappes de charriage qui transportent les débris. Et parfois on a un bout de nappe qui n'est pas érodé qui reste, c'est ce qu'on appelle un clype. Bon, ça vous n'avez pas à savoir ça, c'est pas forcément au programme, mais bon. Voilà, ça fait toujours des petites connaissances en plus. Donc les différents types de failles, ça vous les avez apprises normalement en 5e. C'est un schéma que je donnais à mes élèves de 5e, donc vous devez le connaître. On a 3 types différents de failles. On distingue d'abord le décrochement, qui permet un simple coulissage entre 2 compartiments. C'est la dernière image tout à droite. Donc ça décroche et ça glisse. Il n'y en a pas un qui monte par-dessus l'autre, il n'y en a pas un qui descend, c'est juste un décalage. Les failles inverses qui correspondent à un raccourcissement horizontal des couches avec une inversion dans la succession de l'ordre de celle-ci. Donc c'est le schéma du milieu. Vous voyez que le bloc B va remonter par-dessus le bloc A et pour peu qu'il passe complètement par-dessus, on va avoir à ce moment-là des roches anciennes qui se retrouvent par-dessus des roches jeunes. Et les failles normales qui correspondent à un allongement horizontal des couches tout en gardant l'ordre de leur succession. Ça à savoir aussi par cœur. Donc les indices pétrographiques maintenant. Sur le terrain, on peut observer des roches transformées. Donc par exemple les métapélites. C'est une argile rouge qui a été transformée. Cette argile s'appelle la pélite. Alors les argiles, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une roche sédimentaire qui correspond à un dépôt de sédiments très fin, extrêmement fin, qui flottaient dans l'eau et qui se sont déposés tout au fond. Vous appelez ça de la boue, vous savez, hein, la terre sèche qui vole très fine, bien souvent elle a cette couleur-là rouge et quand c'est mouillé vous appelez ça de la boue. Les filles, vous faites des masques d'argile verte là, purifiantes pour le visage, ce sont des sédiments extrêmement fins. Donc cette argile, elle peut, lors de contraintes tectoniques, subir des changements de pression, de température et elle va se métamorphiser et on l'appelle une métapélite. Alors métamorphiser, si vous avez du mal à la retenir, métamorphose, vous savez tout ce que c'est la métamorphose. Quand par exemple la chenille se transforme en papillon, se métamorphosant. Non, ça vous dit rien. Bon alors le dessin animé Les Métamorphes, hein, ça vous dit quelque chose ça, non? Même pas? Vous regardiez pas la téloche? Bon moi si. Donc le problème, qu'est-ce qui a pu transformer cette roche trouvée dans une chaîne de montagnes? Alors, il faut savoir qu'un minéral garde sa même composition chimique, mais peut apparaître sous des formes différentes selon les types de contraintes. Il restera dans un état donné pour un certain domaine de température de pression qu'on appelle le domaine de stabilité. Donc on représente classiquement ce phénomène sur un diagramme PT, pression de température. Là je vous ai mis le diagramme PT de différents silicates d'alumine, de même formule chimique soumis à des contraintes variées. Vous allez me dire, oh, c'est compliqué, j'ai jamais vu ça. Mais si, vous avez vu ça, l'eau, vous connaissez, H2O. En fonction des contraintes de pression et de température, elle peut prendre 3 formes, sans changer de formule chimique. Forme solide, forme liquide, forme gazeuse, en fonction de la pression de la température. Donc on a un réarrangement des atomes qui fait qu'elle va être liquide, solide ou gazeuse. Et bien là, ça va être pareil. On a un minéral qui s'appelle l'andalousite et qui va changer de forme, se réarranger pour résister à une augmentation de pression ou de température. Donc vous avez en rouge le domaine de stabilité de l'andalousite, c'est-à-dire toutes les combinaisons de température-pression qui se trouvent dans cette zone en rouge, par exemple 400 degrés et puis 0,25 gigapascal, ou 200 degrés et 0,1 gigapascal, ou 600 degrés et 0,1 gigapascal, bref, tous les points, toutes les combinaisons pression-température qui se trouvent dans le domaine rouge, toutes ces conditions-là vont faire que si le minéral, c'est-à-dire un silicate d'alumine contenant du silicium et de l'aluminium, le minéral qui va se former avec ces éléments chimiques, je vous rappelle qu'un minéral est constitué de différents éléments chimiques, un minéral c'est comme un gâteau. Hein, encore un message, tiens. Un minéral c'est comme un gâteau. Farine, œufs, beurre, sucre, lait, etc. D'accord? La façon dont vous le faites cuire, le gâteau,
il va avoir des formes différentes. Soit vous faites cuire à 50 degrés, puis la pâte, elle va rester liquide. Soit vous montez à 180 degrés, la pâte, elle va devenir solide, ça va réagir. Bon, et bien là, c'est pareil. Vous avez différents éléments chimiques qui s'associent entre eux pour former un minéral. Dans certaines conditions de pression-température, les silicates d'alumine vont prendre la forme d'un minéral qui s'appelle l'andalousite. Si vous décidez d'augmenter la température sans augmenter la pression, vous allez former de la silimanite. Si vous avez à la fois une augmentation de température et de pression, vous allez encore former de la silimanite. Et j'ai pas mis de flèche pour faire la suite. Si on reste à la même température mais qu'on descend franchement en profondeur, on va former du distène. Donc on a le passage d'une forme à une autre sous l'effet de contrainte. C'est un exemple de métamorphisme. La chenille se métamorphose en papillon. Elle a réorganisé ses tissus pour fabriquer un nouveau corps. Métamorphisme, c'est la même chose ici. On prend les mêmes éléments chimiques, on les réorganise pour fabriquer un nouveau minéral. Donc le principe de transformation métamorphique au niveau des minéraux. Alors vous allez me dire il y a A, un B qui traîne au milieu. Je sais, le diapo il a pas été, il manque l'animation de ça, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Alors j'ai pas voulu toucher parce que vous allez voir c'est super compliqué. Merci le collègue qui l'a fait. On part d'une certaine quantité de minéraux A, B et C dans une roche. Ce schéma donc de la structure grenue, puisqu'il n'y a que des cristaux, d'une roche constituée de deux minéraux A et B. On a une pression 1, température 1, c'est le domaine de stabilité des minéraux A et B. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un minéral qui va se former, le minéral C, autour du minéral B. C'est ce qu'on appelle une auréole de métamorphisme. Pourquoi? Parce qu'on a changé de pression et de température, donc peut-être que la roche s'est enfoncée à l'occasion de mouvements tectoniques, elle s'est enfoncée à l'intérieur de la croûte, donc il fait plus chaud, elle a plus de pression, la pauvre chérie, elle a plein de roches au-dessus de sa tronche, ça l'écrase bien. Du coup, elle est obligée de se réorganiser pour résister à cette pression. Et progressivement, on a donc les minéraux A et B qui réagissent ensemble pour former un minéral C qui va en toute logique se trouver à la limite des deux. C'est ce qu'on appelle une auréole parce que c'est autour, de métamorphisme. Si on continue d'augmenter la pression et la température, B qui n'est pas du tout stable va être totalement transformé en C. Il se trouve que là, A est capable de résister à la pression et à la température. Donc on verra des exemples sur d'autres roches plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme, donc un réarrangement des éléments chimiques pour résister à la pression. Un peu comme vous, vous êtes dans une position pour porter un truc, je sais pas, vous portez une valise d'une certaine façon, on vous rajoute une deuxième valise, vous allez vous casser la gueule, alors vous changez vos positions d'appui, des bras, des jambes, et pour résister à la pression qu'on vous rajoute. Voilà, c'est tout, c'est bête, c'est simple. Certains minéraux, on les trouve jamais en surface, ils n'apparaissent qu'à de très grandes profondeurs sous l'effet de contraintes très importants, comme par exemple le grenat, le diamant également. Et c'est pour ça que souvent ces minéraux sont rares et sont utilisés, ils sont très résistants. Souvent ils sont formés en profondeur, ils résistent à la pression, donc on peut les utiliser pour faire des bijoux. Là vous avez la photographie d'un micaschiste à grenat. Ce sont les gros cristaux rouges sombres. Donc dans le diagramme pression-température, on voit que le domaine de stabilité du grenat est situé à température faible mais à pression élevée. Ici, dans cette zone-là. Donc on peut avoir forcément du grenat que s'il y a eu métamorphisme. Si on a descendu une roche qui était plus ou moins en surface et on l'a descendue en profondeur, on a augmenté sa pression. Pas forcément augmenter la température, mais augmenter la pression. Si on prend une autre roche, un diagramme pété de la péridotite que vous connaissez bien puisque vous l'avez étudié en première S, c'est la roche constitutive du manteau et c'est elle qui est à l'origine du magma qui va sortir au niveau des dorsales. Donc cette péridotite, il va y avoir un ensemble de conditions pression-température pendant lesquelles
cette péridotite va rester 100% solide. Mais il y arrivera un moment où on va augmenter les pressions et les températures, où la péridotite solide va commencer à fondre. Donc on appelle solidus, la courbe verte, les conditions de pression-température pour lesquelles tous les minéraux sont à l'état solide. Première goutte de liquide dans le solide, c'est la courbe de fusion commençante. Donc à partir du moment où on passe le solidus, la péridotite commence à fondre. Et donc, ensuite, on appelle liquidus les conditions de pression-température pour lesquelles tous les minéraux sont à l'état liquide. Donc, vous voyez que le liquidus en vert kaki, température plus élevée, pas forcément pression plus élevée. D'accord ? Donc entre les deux, solidus et liquidus, la péridotite se présente sous la forme d'une sorte de bouillie cristalline. On dit qu'il y a eu fusion partielle. On a une partie de la roche, une partie des minéraux qui n'a pas résisté à l'augmentation pression-température, qui commence à fondre. Et dans cette bouillie, ce magma, il va y avoir quelques morceaux de roche encore solides. Par contre, pour un corps pur, liquidus et solidus sont confondus. Si vous prenez de l'or pur, c'est où il est solide, ou il est liquide. On a une transition liquide-solide dans ce graphique. Pourquoi ? Parce que la péridotite est constituée de différents minéraux. Et tous les minéraux ne réagissent pas de la même façon à la chaleur et à l'augmentation de pression. Alors comment vous expliquer ? Si j'ai une bonne idée, tiens, je vais vous donner faim. Vous connaissez, alors je n'ai pas le droit de citer des marques, mais les plaquettes de beurre, de faux beurre, là, il y en a, ils ont sorti ça, une plaquette de faux beurre avec dedans des pépites de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire ? Un truc qui commence par plan et qui finit par fin, et il y a des pépites de chocolat dedans. Bon, prenez une cuillère de ce machin-là, là. C'est du gras avec des pépites de chocolat. Mettez-le dans la casserole, chauffez. Qu'est-ce qui va fondre en premier ? Le gras. Donc vous allez avoir à un moment donné une masse d'huile avec des pépites de chocolat au milieu. Et puis ensuite, le chocolat va fondre. Donc si vous voulez le 100% solide, c'est le gras avec les pépites de chocolat. Vous commencez à chauffer un peu, vous passez le solidus, le gras fond, ça vous fait de l'huile, mais vous avez encore les pépites de chocolat. On est en liquide plus solide, on continue de chauffer. Le chocolat va fondre, on passe le liquidus, tout le monde est fondu. Ça va ? Vous avez pigé ? Alors parfois, on a un graphique où on rajoute le solidus hydraté. Donc on a une courbe qui est légèrement décalée vers la gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de l'eau dans la roche et cette eau, elle abaisse le point de fusion. Bon, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que la température de fusion, la température nécessaire pour faire fondre le minéral, elle est plus basse que s'il n'y avait pas d'eau. Et bien ceux qui font de la cuisine sont les gourmands. Vous savez faire du caramel ? Normalement, on met du sucre bien à plat dans une casserole, on le chauffe, on ne touche pas et on attend que le sucre fonde. Mais quand on est pressé, qu'on veut tricher, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute un petit peu d'eau, 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. Là, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On dissout le sucre et on abaisse le point de fusion. Et le caramel va se faire plus vite. C'est de la triche. Un bon cuisinier vous dirait, on ne met jamais d'eau dans un caramel. Moi, je fais faire l'expérience en classe à mes élèves. C'est assez sympa, hein, ça pue le caramel dans tout le bâtiment, mais c'est cool. Ça, on s'en servira dans le dernier chapitre de Géol. Le problème, c'est qu'on doit se demander où se déroule le métamorphisme dans ce diagramme. Vous êtes en train de me dire, mais madame, on parle de métamorphisme, mais vous nous parlez de fusion, de solidus, de liquidus, solidus hydraté. Eh bien, il va y avoir un moment, de toute façon, où la roche va s'enfoncer, et avant d'atteindre son solidus, elle va devoir subir une augmentation de pression-température, et elle va donc subir des réarrangements. Donc ce métamorphisme, c'est l'ensemble des transformations minéralogiques et structurales à l'état solide d'une roche soumise à des modifications de température et de pression. Le solidus, c'est la courbe rouge ici sur le graphique, elle sépare le domaine du métamorphisme de celui de l'anatexie. Donc tant qu'on reste dans le solide, on peut avoir du métamorphisme si on change les conditions de pression-température. Avant d'atteindre les conditions PT du métamorphisme, la courbe noire, une roche sédimentaire, par exemple, située de par sa nature en surface, va subir altération et diagénèse. Donc, elle va subir en surface l'attaque de l'eau,
L'érosion, c'est l'altération. Donc altération, on abîme la roche par l'érosion, l'eau, le vent, etc. Et parfois, on va avoir diagénèse. Donc, je rappelle le mot diagénèse, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des processus physico-chimiques et biochimiques par lesquels les sédiments sont transformés en roches sédimentaires. Alors, on n'a jamais vu ça, si vous l'avez vu en 5e. Mais bon, vous n'avez pas appris une définition aussi compliquée. Vous avez vu le mot diagénèse, c'est l'ensemble des processus qui transforment les sédiments en roches, qui collent les sédiments ensemble en roches. C'est plus clair là, langage 5e, c'est plus facile. Donc ici, on a fait des tests en laboratoire, on a pu déterminer les diagrammes de stabilité de quelques minéraux en fonction de la pression de la température. On a pris un minéral, on l'a chauffé, on a augmenté la pression et on a vu en quoi il s'est transformé. Donc vous avez ici sur chaque ligne des numéros qui vous indiquent le passage d'une roche à une autre en fonction si vous augmentez ou diminuez la température. Par exemple pour le numéro 2, l'andalousite ou distène. Donc si vous avez de l'andalousite et que vous l'enfoncez en profondeur, ça va vous donner du distène. Si le distène remonte par un mouvement tectonique vers la surface, il arrivera à un moment donné où l'allègement de pression fera que le distène ne sera plus stable et reprendra une forme d'andalousite. Il va se réarranger pour être stable. On peut avoir également des domaines de stabilité de minéraux. Donc on ne va pas vous mettre que le minéral, on va vous mettre des assemblages. Par exemple, c'est le cas pour le gabbro et les métagabbros. Donc en général, on vous met des domaines de stabilité pour les minéraux d'une catégorie de roches. Donc là, c'est typiquement pour gabbro et métagabbro. Ce sont que des minéraux qu'on trouve dans le gabbro et le gabbro métamorphisé. C'est pour ça qu'on l'appelle métagabbro. Donc des exemples de roches qui ont subi du métamorphisme, l'argile, par exemple, qui peut avoir subi donc des augmentations de pression-température et qui va développer ce qu'on appelle une schistosité, c'est-à-dire un feuilletage plus ou moins serré, et qui est acquis donc sous les contraintes tectoniques. C'est distinct de la stratification. La stratification, je vous rappelle, c'est j'ai une série de sédiments qui se posent, qui se tassent, qui forment une roche. Et par-dessus, j'ai d'autres sédiments qui se tassent, qui se posent, qui forment une deuxième couche de roche. Et par-dessus, j'ai des sédiments qui se tassent, qui se posent, qui forment une troisième couche de roche, etc. etc. Là, c'est pas ça. Regardez l'échelle avec le doigt. C'est très fin. C'est-à-dire que c'est de la pâte feuilletée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait une pâte et vous l'avez pliée, repliée, 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 et elle a fait du feuilletage. C'est la seule et même roche. D'accord? Elle a subi des contraintes de pression et de température qui fait qu'elle s'est schistée, elle s'est débitée en lames plus ou moins épaisses et c'est typique de l'ardoise. Alors pourquoi on utilise des ardoises pour mettre sur les toits? Parce que justement c'est facile à casser, elle est déjà feuilletée, il suffit de mettre un petit coup de burin entre et pof, on a des morceaux qui se détachent tout seuls. En plus, comme c'est bien lisse, parce que quand on détache les feuillets les uns des autres, on a une couche bien lisse, l'eau glisse bien dessus, c'est pratique pour faire les toitures. Le gneiss aussi est une roche donc qui a subi une augmentation souvent de température et de pression. On détermine des lits dans le gneiss qui sont plus ou moins visibles, une couche blanche, une couche noire, une couche blanche, une couche noire. Parfois on voit des gneiss dits œillets parce qu'on a l'impression qu'il y a des yeux au milieu, il y a des gros cristaux de feldspath, phénocristaux, phénoménal cristal, très gros. Qui soit ils proviennent de la roche d'avant puis ils ont été conservés, soit ils se sont reformés. Et donc là on voit très bien, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui avait coulé avec des gros éléments à l'intérieur, donc on voit bien qu'il y a eu un réarrangement. La migmatite, c'est une roche ultime du métamorphisme. Elle présente des zones avec des cristaux plus gros et des zones avec des cristaux plus petits. Et en fait, ces cristaux très gros proviennent d'une recristallisation après fusion partielle. C'est-à-dire qu'on a tellement écrasé, chauffé la roche que les minéraux ne se sont pas seulement réarrangés, ils ont carrément fondu certains pour former d'autres minéraux. On peut voir ça plus en détail sur la diapo d'après. Donc migmatite, ça vient du grec migma qui veut dire mélange. Donc des roches métamorphiques issues d'anatexie crustale partielle. Oh, ça veut dire quoi tout ça? Anatexie, ça veut dire fusion crustale de la croûte, partielle, pas complètement. On a fondu une partie de la roche de la croûte.
Donc on trouve ces migmatites dans des zones de gradient métamorphique moyen à élevé. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Un gradient, bah c'est un système de graduation, comme sur un thermomètre. Un gradient métamorphique, c'est une ligne sur laquelle vous allez observer le métamorphisme de plus en plus important. Donc quand on vous dit un gradient métamorphique moyen à élevé, bah, vous allez être dans la partie du métamorphisme qui est moyen à fort. Ces migmatiques, donc, elles sont formées de deux rubadements, parce que ça ressemble à des rubans posés les uns sur les autres, que l'on identifie par une pétrographie différente. Pétrographie, étude des minéraux, d'accord? Donc dans chaque ruban, là, blanc, noir, vous avez des minéraux différents. Donc la partie de couleur claire qui est assimilée à une partie de la roche ayant fondu, c'est du gneiss, et constitue le mobilisa. Bah oui, on l'a mobilisée, elle s'est déplacée. Vous savez, c'est comme un soldat, on dit que les soldats ont été mobilisés. On les a retirés ça y est, comment on dit, de leur caserne, on les a mobilisés, on les envoie sur le terrain, on les a déplacés. Une partie de couleur sombre, qui constitue la partie de la roche restée solide, et qui constitue la restite. Bah, c'est ce qui reste sur place, quoi, en fait. C'est les soldats qui n'ont pas été mobilisés, ils restent sur place. Et là, c'est noir sur la photo. D'accord, ça va, mobilisa, restite. Donc le mobilisa, c'est l'ensemble des minéraux qui ont commencé à fondre et qui ont coulé. Il y a un magma qui a coulé entre les morceaux de roche restants, la restite. Donc, on résume. On a un granit. C'est une roche magmatique qui a été formée par refroidissement d'un magma. On l'enfonce ou on la chauffe. On provoque donc une fusion partielle, une anatexie. Et ensuite, on arrête la fusion. Ça va refroidir. Tout va rester figé. C'est ce qu'on appelle une migmatite. C'est une roche métamorphique. Mais si on continue d'enfoncer cette migmatite ou de la chauffer, on va avoir une fusion complète. Tout va fondre. Et à ce moment-là, on va avoir un magma complet qui va se déplacer, qui va se refroidir plus loin et qu'on va appeler un granit d'anatexie. Pourquoi? Parce que ce granit s'est formé par fusion d'une autre roche déjà formée en surface. Et ce granit d'anatexie, c'est aussi une roche magmatique puisqu'il provient du refroidissement d'un magma. Donc le granit d'anatexie, sur ces photographies, on peut en voir. Vous avez au niveau du bras de la dame une migmatite et vous avez au milieu de cette migmatite des filons de granit. Si on fait un gros plan au niveau de son doigt, voilà ce qu'on voit. Et on a l'impression qu'effectivement il y a des rubans roses qui coulent et qui se rejoignent comme des rivières se rejoignent pour faire un fleuve. Si on interprète ça, donc les alternances de lits sombres et clairs, ce qu'on appelle la foliation, c'est la mémoire de la structure et de la minéralogie du gneiss avant la fusion partielle. Le niveau partiellement fondu de composition granitique, c'est la mémoire de fusion partielle de la roche métamorphique. Et ensuite, on a le raccord des niveaux de composition granitique avec un filon de granit, c'est le témoin du sens du transfert et de la collecte du magma mémoire, résultat de la fusion partielle de la roche métamorphique à l'origine des granites. D'accord? Donc on a des mini-rivières de liquide granitique qui coulent, qui se rejoignent et qui forment un gros filon. On peut maintenant, dans les montagnes, là où la croûte est épaisse, observer des roches océaniques. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que des roches océaniques foutent en surface? Eh bien, on observe souvent des ensembles de roches qu'on appelle des ophiolites. On va retrouver donc de la péridotite. Alors, pas complète, bien souvent elle a été métamorphisée. On l'appelle à ce moment-là de la serpentinite. Elle est plutôt verte et elle ressemble à des écailles de serpent. Ophiolite d'ailleurs, si on appelle ce système-là ophiolite, ça vient de ophis aussi qui veut dire serpent. Donc on va avoir notre succession de roches, péridotite, gabbro et basalte en coussin. Ça vous rappelle rien? C'est la structure de la croûte océanique. Donc là en fait on a un morceau, enfin de la structure de la croûte, de la lithosphère, pardon, puisqu'on a de la péridotite. On a un morceau ici de lithosphère océanique qui est carrément monté en surface. Donc non seulement on a fait monter la croûte, mais en plus un bout du manteau. C'est typique du Chenaillé dans les Alpes. Alors on verra, c'est pareil au moment de l'histoire de la formation des Alpes, d'où provient ce morceau d'ophiolite. Donc pour ceux qui ont oublié ce que c'est que du basalte, je vous ai mis une petite fiche.
Donc vous pourrez retrouver les images sur mon site Prof SVT 71 qui est géré par iMonSite. Alors il n'est pas encore visible quand vous tapez ça sur Google parce qu'il n'est pas assez visité, mais essayez de le trouver. Voilà, sinon je vous ai mis le lien dans les présentations de mes vidéos.